Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les habitants du pays de Canaan, de l'âge du bronze, bronze récent, vivent dans une société très hiérarchisée en fait, qui est plutôt propice aux inégalités économiques et aux tensions sociales. Vous avez une élite urbaine qui contrôle la terre, l'économie et le commerce, tandis que les paysans des villages survivent de leur mieux, privés de droits et de ressources suffisantes d'ailleurs pour prospérer. Et la situation se détériore, et vers la fin de l'âge du bronze, écrasés par le poids des impôts, les mauvais traitements, les persécutions incessantes des autorités locales ou égyptiennes, les paysans se révoltent, bien sûr, quittent leur foyer et se mettent en quête de nouveaux territoires. Ils vont rejoindre les Apirous, ou se cachent d'ailleurs dans les forêts des régions montagneuses qui sont hors de portée des autorités cananéennes et égyptiennes. Et c'est là qu'ils vont donner naissance à une société plus égalitaire, moins hiérarchisée. Ils deviennent les premiers Israélites. Sous l'influence d'un petit groupe d'individus sortis d'Égypte, ils introduisent une idéologie visionnaire basée sur celle émise bien des siècles auparavant par le pharaon Akhénaton, le culte d'un Dieu unique qui a créé le monde, les astres, les animaux et les hommes. Sauf que, vous allez me dire, l'archéologie contredit complètement cette théorie qui semble en fait tenir plutôt bien. La culture matérielle des nouveaux villages se distingue du tout au tout de celle des basses terres de Canaan. Or, si ces colons avaient été des réfugiés issus de ces mêmes basses terres, on aurait retrouvé dans leurs maisons des poteries, une architecture aussi qui soit du même type, mais en fait il n'en est rien. Par contre, les archéologues mettent plutôt en lumière le déclin du domaine rural de la société qui commence dès le XVIe siècle avant notre ère. Les champs donnent de moins en moins de récoltes, obligeant les paysans à quitter leur campagne pour aller chercher fortune ailleurs, dans les villages. Et leur départ entraîne une baisse drastique de la production agricole, causant de manière paradoxale l'effondrement de la culture urbaine. Donc vous voyez, c'est pas l'un qui est la cause de l'autre, c'est plutôt l'inverse. Et l'archéologie moderne montre clairement que le cœur de la culture cananéenne se trouve dans les vallées de Jezréel et du Jourdain, ainsi que dans la plaine littorale philistine. Sauf que pendant longtemps, les archéologues qui ont exploré les sols de la Palestine cherchaient eux à établir l'origine des Israélites. Ils se sont acharnés à fouiller partout. Et vous allez me dire, sauf au bon endroit, et vous avez raison. Ils s'obstinaient en fait à suivre le récit du livre de Josué avec une sorte de confiance aveugle. Ils ont donc concentré tous leurs efforts à l'exploration des principaux tertres des cités cananéennes comme Jéricho, Béthel, Lachish et Hazor. Mais on sait maintenant que leurs recherches étaient vaines puisqu'aucune de ces cités n'était habitée à l'époque de la supposée conquête de Josué. Leurs fouilles, même si elles ont été minutieuses, ne nous apprennent absolument rien sur les premiers Israélites. Et pour cause, ces villes sont situées le long de la plaine littorale et dans les vallées, très loin des régions des collines boisées, qui ont assisté, elles, à la naissance du peuple d'Israël. Ces premiers archéologues bibliques, si vous voulez, ont entrepris des fouilles dans les monts rocailleux et boisés de la Haute-Galilée, en bordure de ce qui va devenir plus tard le royaume du Nord. Mais ils ne découvrent aucun site du bronze récent, seulement une vingtaine de sites de petites dimensions qui dateraient de la première phase de l'âge de fer, entre le XIIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ. La guerre et les troubles politiques qui vont secouer le Moyen-Orient, entre les années 1920 et 1967, de notre ère bien sûr, mettent bien évidemment en coup d'arrêt, un gros coup d'arrêt aux recherches archéologiques, vous l'imaginez bien, et finalement, quand les fouilles peuvent reprendre, elles sont entreprises par une nouvelle génération d'archéologues qui allait former aux nouvelles méthodes de recherche mondiales. Et l'objectif principal n'est plus de chercher à authentifier le récit biblique, mais au contraire d'établir une carte précise du territoire occupé et d'analyser le paysage ancien de la région. Là, on est plus dans la politique que dans la science, vous l'avez compris. Pour ce faire, ils ne vont pas fouiller un seul site après l'autre, mais plusieurs sites de façon simultanée pour obtenir une vision globale de l'occupation de la région dans le temps et de les dater en s'appuyant sur les tessons de poterie. Vous avez le même principe d'ailleurs dans l'émission, si vous écoutez l'émission sur l'histoire de l'Algérie qui va arriver dans quelques temps, qui va être en ligne dans quelques temps, vous aurez les mêmes, les mêmes visions. Évidemment, l'archéologie est nettement politique, bien sûr, en tout cas utilisée de façon politique, nettement politisée. Et donc c'est comme ça qu'ils vont mettre au jour les vestiges d'un réseau très dense de villages, de montagnes, visiblement fondés en très peu de temps, en
une, deux ou trois générations, si vous voulez, seulement, aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. Le pays semble alors connaître une véritable transformation dans la région montagneuse. Pourtant, on ne trouve nulle part de traces d'une quelconque invasion, ni même d'infiltration d'un groupe ethnique clairement déterminé. On observerait plutôt une évolution dans le mode de vie. Dans les Hautes-Terres, jusqu'ici dépeuplées, viennent s'installer près de 250 communautés qui aménagent des zones agricoles et construisent des villages depuis les monts de Judée au sud jusqu'aux montagnes de Samarie au nord. Ce sont eux, encore une fois, les premiers Israélites. Cette nouvelle occupation est donc soudaine et uniforme. Tout à coup, un village émerge du sommet d'une colline ou du bord d'une corniche, une situation élevée qui va permettre aux nouveaux arrivants de bénéficier d'une vue dégagée sur le paysage environnant. Et d'autres villages se nichent dans une clairière entourée de forêts de chênes et de térébinthes ou au-dessus de vallées encaissées, ceinturées de monts, pour faciliter bien sûr l'accès aux champs aménagés dans les terres fertiles les plus orientales qui surplombent les déserts proches des pâturages les plus riches. Les habitants puisent l'eau à une source proche de leur habitation, captent les eaux de pluie qui tombent pendant l'hiver grâce à des citernes qui sont creusées dans le roc et recouvertes d'un enduit. Les hameaux sont de dimension réduite, d'une superficie d'à peine un demi-hectare et abritent 50 adultes et autant d'enfants. Vous voyez, c'est pas énorme. Les villages les plus importants occupent au mieux 2 hectares, rassemblent quelques centaines de personnes. L'apogée de cette première période d'occupation se situe aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. Le pays compte alors pas plus de 45 000 habitants au total. Les maisons sont de dimension, réduite, signe, si vous voulez, d'une répartition équitable des richesses entre les familles. Elles sont bâties en pierre sèche, soutenues par des piliers de pierre grossièrement taillés. Elles peuvent avoir un étage. L'habitation couvre une surface d'environ 60 mètres carrés, abrite 4 à 5 personnes, ce qui correspond à ce qu'on appelle une famille nucléaire qui comprend le père, la mère et les enfants. Les archéologues ont exhumé un grand nombre de fosses recouvertes de parements en pierre creusés entre les habitations. En fait, il s'agit sans conteste de silos à grains. Vous avez pas mal de fossiles, de meules en pierre, de fossiles, pardon, j'ai dit fossiles, mais c'est des fossiles bien sûr pour couper, de meules en pierre qui ont été découvertes dans les maisons, attestant d'une activité principale basée sur la culture céréalière. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.